Bonjour et bienvenue dans cette dernière édition des bonnes nouvelles du féminisme pour l'année 2019. Comme d'habitude, j'ai retenu 5 belles choses qui se sont passées pour les droits des femmes au mois de décembre et je me suis mise dans l'ambiance pour vous en parler. On commence tout de suite. C'est parti pour la première bonne nouvelle et pour cela, direction les États-Unis, plus précisément l'État de New York. Vous aviez peut-être entendu parler de ce rappeur T.I. qui avait déclaré sur un podcast emmener tous les ans sa fille faire vérifier sa virginité chez le gynécologue. Ces tests de virginité consistent généralement en l'introduction d'un spéculum ou de doigts dans le vagin pour vérifier que l'hymen est intact. Cela avait sur le moment suscité une vive polémique, avec raison, puisque l'état de l'hymen n'indique en rien une quelconque activité sexuelle. Il en existe de tout type et il peut se déchirer ou pas sous l'impact d'une activité pas forcément de nature sexuelle. D'ailleurs, le concept de virginité lui-même est socialement, culturellement, religieusement construit. Il est tout à fait possible d'être actif sexuellement sans avoir jamais pratiqué de pénétration vaginale. Bref, si le sujet vous intéresse, vous aurez des liens en description, mais l'idée globale, c'est que ces tests n'ont aucun fondement scientifique. C'est l'une des raisons qui ont poussé Michael Solage à proposer une loi dans l'État de New York pour interdire cette pratique et punir les médecins qui s'y livreraient. En plus de toutes les raisons déjà citées, elle invoque notamment le droit des filles et des femmes, par exemple à la vie privée, et aussi le fait que ce type d'examen peut soit créer, soit réveiller des traumatismes. Par exemple, lorsque la personne examinée a été victime de viol par le passé. Si je résume en quelques mots cette bonne nouvelle, des élus de l'État de New York se battent désormais pour interdire cette pratique qui n'est autre qu'un pur instrument de domination masculine. Deuxième bonne nouvelle, cette fois-ci en termes de représentation des femmes dans les instances de pouvoir. En Finlande, le Premier ministre a dû démissionner suite à un conflit social et il a laissé sa place à une première ministre, Sanna Marin, 34 ans, qui devient donc la plus jeune chef d'État en exercice. Précédemment ministre des Transports, vice-présidente du Parti social-démocrate, elle a cependant affirmé qu'elle ne s'était pas préoccupée de son âge ou de son genre quand elle avait décidé de s'engager en politique. We want Finland to be a country where every child can become anything and everyone can live and grow old safely and happily. Elle a affirmé s'être concentrée sur les idées et les questions qui lui importent. En plus de cela, elle est à la tête d'une coalition de 5 partis, tous dirigés par des femmes, dont 4 ont moins de 35 ans. Si elle-même ne se perçoit pas comme un rôle modèle, il n'empêche qu'une telle diversité à la tête d'un pays, ça peut permettre à des enfants de se projeter dans des positions auxquelles elle ou il n'avait pas pensé, en évitant les barrières de genre justement. Pour cette troisième bonne nouvelle, revenons en France avec une info qui me tient à cœur. Il y a quelques années, alors journaliste pour mademoiselle.com, j'avais interviewé une sage-femme. Elle m'avait appris que le papillomavirus, le virus responsable notamment du cancer du col de l'utérus chez les femmes, pouvait aussi toucher les hommes, chez qui il pouvait provoquer des cancers comme ceux de la marge anale ou de la gorge, qui peuvent aussi toucher les femmes d'ailleurs. Par ailleurs, c'est elle aussi qui m'avait aidé à comprendre que le papillomavirus est une infection sexuellement transmissible et donc que les hommes peuvent en être vecteurs sans présenter aucun symptôme. Ils peuvent donc contaminer leurs partenaires, hommes ou femmes, tout comme les femmes finalement. J'avais été assez surprise parce que je garde un souvenir assez clair de la période où moi et mes amies femmes, nous avons dû nous faire vacciner contre le papillomavirus avec le Gardasil. À cette époque-là, il n'était aucunement question, dans les hommes de mon entourage, de les faire vacciner également contre le papillomavirus. Cela n'était pas obligatoire pour eux et même pas conseillé d'ailleurs. En fait, les seuls publics visés par ces vaccinations étaient les jeunes femmes et les jeunes hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. À ma question, pourquoi ne vaccinons-nous pas les autres hommes ? On m'a répondu plusieurs choses. D'abord, que de vacciner un tiers de la population était suffisant pour, à terme, endiguer l'épidémie. Ensuite, que les conséquences du papillomavirus étaient souvent plus graves chez les femmes, ou en tout cas plus fréquentes. Et pour finir, que ça coûte cher en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est donc que ça pourrait changer. Dès janvier 2019, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, s'était déjà déclarée favorable à la vaccination des garçons. Elle avait déclaré qu'elle se rangerait derrière l'avis de la Haute Autorité de Santé qui vient effectivement de recommander la vaccination des jeunes garçons dans les mêmes conditions que les jeunes femmes. D'après elle, cela constitue la meilleure stratégie de lutte contre le cancer du col de l'utérus qui fait chaque année 1000 victimes chez les femmes françaises. La quatrième bonne nouvelle nous emmène au Népal et elle commence, désolée,
par une mauvaise nouvelle. Début décembre, Parvati Buddha Rawat a été retrouvée morte dans une hutte à 100 mètres de chez elle. Elle y avait été envoyée dans le cadre de la tradition du Chaupadi qui consiste à écarter les femmes du foyer lorsqu'elles ont leur menstruation. Dans sa hutte, très sommaire dans ces montagnes, elle a décidé d'allumer un feu pour se réchauffer et elle est décédée quelques heures plus tard à la suite d'une intoxication. Ce n'est pas la première à perdre la vie de cette manière cette année. On compte au moins une autre victime de son âge ainsi qu'une mère et ses 2 enfants. Cette tradition est pourtant interdite par la Cour suprême depuis 2005 au Népal et punie par la loi, mais elle continue d'être pratiquée. Et c'est là que réside la bonne nouvelle. Le beau-frère de cette jeune victime a été arrêté, soupçonné de l'avoir contrainte à s'exiler loin de sa maison, dans le froid. Selon un responsable de la police, il s'agit de la première arrestation en la matière. Peut-être donc un signe que le règne de l'impunité touche à sa fin. Pour Pashupati Kunwar, une activiste des droits des femmes locales citée par le Guardian, c'est en tout cas un signe encourageant dans son combat contre cette pratique. Couplée à d'autres mesures prises par les gouvernements locaux, la mise en place des sanctions indiquées dans la loi pourrait contribuer à éradiquer cette pratique aux conséquences parfois dramatiques en plus d'être discriminantes. Pour finir, un peu d'inspiration avec Greta Thunberg. Elle vient d'être désignée personnalité de l'année par le magazine Le Times. Et oui, c'est une bonne nouvelle du féminisme, car elle vient maigrement certes, mais quand même, rééquilibrer la balance genrée de cette tradition annuelle. Et oui, c'est seulement la 5e femme à être désignée personnalité de l'année en son nom propre depuis la création de ce rituel en 1928. A l'inverse, on compte 66 hommes, 21 groupes de personnes et 2 entités qui ne sont pas des personnes humaines. Si tu te demandes qui étaient les 4 autres femmes à recevoir cet honneur, en voici la liste. D'abord, Wallis Simpson, qui est une Américaine ayant épousé celui qui aurait dû devenir le roi Édouard VIII d'Angleterre en 1936. Ensuite, la reine Elisabeth II en 1952, puis Corazon Aquino, la première femme présidente des Philippines en 1986, et enfin Angela Merkel, la chancelière allemande en 2015. Par ailleurs, Greta Thunberg est la plus jeune personnalité à avoir jamais reçu cet honneur. Voilà, c'est tout pour ces bonnes nouvelles du féminisme du mois de décembre 2019. Ceci dit, on se retrouve plus vite que d'habitude dans ce format. Effectivement, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, je vous ai fait voter pour un numéro spécial. Vous aviez le choix entre les bonnes nouvelles passées inaperçues, y compris dans cette chronique, au cours de l'année 2019, ou celles de la décennie qui vient de s'écouler. C'est ce deuxième format qui l'a emporté et je vous prépare donc ça pour le mois de janvier. En attendant, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça fait toujours du bien de répandre des bonnes ondes en ce début d'année 2020. À très vite!